Judaïsme contre sionisme. Emmanuel Levin, Le cri d'un prophète en Israël, suite. Document annexe, La tromperie nationaliste par Boas Hebron. Les sionistes, même athées et laïcs, déplorent le déclin de la religion dans la diaspora, considérant qu'elle constitue un système idéologique transportable qui maintient le lien de la nation juive jusqu'à son rassemblement dans la mère patrie. En Israël, disent-ils, chacun peut abandonner la religion qui n'est que le vêtement extérieur du nationalisme. Je ne m'étendrai pas ici sur la confusion spirituelle qu'engendre cette interprétation de la religion et qui n'a jamais été acceptée par les Juifs pieux. Elle rend possible l'espèce la plus grossière de blasphème. Ainsi, le Messie, qui est supposé apparaître et délivrer son peuple au dernier jour, quand les morts sont ressuscités, et que Dieu siège pour juger l'humanité, a été par certains identifié avec les leaders de l'État. La lecture de pensées temporelles dans le langage sacré a corrompu le sacré et affaibli le sens des valeurs et la distinction entre sacré et profane. La religion s'occupe de l'absolu. Si vous lui substituez le nationalisme, la raison d'État devient le seul absolu. Il n'est point besoin, au siècle où nous sommes, d'épiloguer sur les effets moraux d'une doctrine que l'histoire contemporaine nous a rendus familiers. On peut nous faire remarquer que les anciennes fêtes nationales, par exemple, ont été rechargées d'un sens purement religieux qui restitue leur ancienne signification. Ainsi, Hanouka, la fête célébrant la victoire des Maccabées sur les Séleucides, a été convertie par la tradition religieuse en fête du miracle de la jarre d'huile. Elle mentionne à peine les événements militaires, mais célèbre la découverte d'une jarre d'huile sainte dans le temple après sa libération des païens. La fête du printemps a été changée en fête de la remise de la Torah sur le Sinaï. On peut naturellement redécouvrir l'ancien symbole, mais ceci ne rétablit pas les vraies significations. Ce ne sont pas des significations originelles, mais bien des significations à l'intérieur de leur contexte. La concentration d'une partie du peuple juif en Israël a évidemment éliminé le besoin de religion. Le résultat est une société laïque avec quelques vestiges de coutumes religieuses et une minorité pieuse qui essaye d'imposer des coutumes dénuées de signification pour la plupart des Israéliens de la majorité, ce qui discrédite la religion bien davantage encore. Il apparaît que rien ne distingue en l'espèce la vraie existence nationale juive de l'existence française ou suédoise. La vie en Israël n'a rien de spécifiquement juif. Les gens s'y habillent, s'y logent, voyagent et se distraient comme les Anglais ou les Italiens. Il apparaît que la religion n'a pas de contenu national implicite qui pourrait s'épanouir dans toute sa splendeur en rejoignant son propre sol. Et si la religion n'a pas de contenu national, la nouvelle nation israélienne ne constitue pas une partie de la nation juive mythique, comme le proclament les sionistes, mais une nation nouvelle, à part, avec son droit propre et ses propres intérêts. La politique israélienne a toujours été dictée par cette réalité. Considérez la question sous un autre aspect, socio-culturel. La doctrine sioniste enseignait que lorsque le peuple juif se serait assemblé dans la mère patrie, il rejetterait les traits acquis par le statut de minorité inférieure et certaines occupations imposées dans les pays de la dispersion
pour devenir de nouveau une nation semblable à toutes les autres. Les Juifs rassemblés en Israël sont par conséquent en train de perdre les caractéristiques acquises dans la diaspora. Ils sont en train de se transformer qualitativement, comme l'a prévu le sionisme. Mais ce faisant, et compte tenu de ce qu'ils représentent une partie seulement du peuple juif, entre eux et les Juifs de l'extérieur grandit une barrière. Les Juifs d'Israël étant devenus une nation, doivent se conduire en nation selon les intérêts que leur dicte leur qualité d'État. Par extension, l'immigration les intéresse non pas à cause des conditions pitoyables des Juifs immigrants, mais bien à cause des besoins militaires et économiques de l'État. Le but envisagé par le sionisme était bien l'État national. Mais contrairement à ses prévisions, une partie seulement des Juifs y est rassemblée. Les transformations attendues se sont exactement produites. Mais le résultat pratique a été un inévitable clivage entre les Juifs. Les Israéliens non religieux, manquant d'un contenu juif positif et débarrassés des pressions extérieures exercées sur les minorités juives, ont dès lors cessé d'être juifs, bien que subsistent en eux des habitudes de pensée juive qui ont d'ailleurs de moins en moins d'influence sur l'activité concrète. L'impression d'éloignement qu'Israël ressent envers les Juifs de l'extérieur est souvent interprétée par les Israéliens comme un sentiment de supériorité. Si on trouve correcte la doctrine sioniste qui prétend qu'un Juif ne se réalise pleinement comme Juif et comme homme qu'en Israël, l'Israélien est un Juif, un homme plus complet qu'un Juif de la diaspora. Les Israéliens ont tendance à le penser car cela les flatte et aussi parce que cela constitue une explication à leur sentiment d'éloignement à l'égard de la diaspora. Mais cela mène à d'absurdes contradictions. Si l'on accepte cette doctrine, alors un quelconque conducteur de camion est dans son essence supérieur comme juif et comme homme, les deux termes se confondent. À Maïmonide, Kafka, Einstein ou Rabbi Nachman de Bratislava. Le Gaon de Vilna ou Rashi sont moins pleinement juifs que l'Israélien moyen, buveur de cocktails ou payeur d'hypothèques, dont la religion, s'il en a une, ne représente guère plus que quelques vagues clichés sentimentaux. Mais ce sentiment de supériorité procure à Israël une justification pour utiliser les Juifs de la diaspora comme instrument, comme matière première potentielle de la construction de l'État, et non comme des gens qui ont leur propre volonté, leur vue propre. Cela lui permet de puiser dans leur générosité sans fin. Cela crée le climat de ce que l'on nomme parfois l'impitoyable sionisme, ce qui signifie que plus les choses vont mal dans le monde pour les Juifs, mieux elles vont pour Israël, l'immigration se trouvant de ce fait favorisée.